Bonsoir, bienvenue pour ce nouvel événement de la programmation culturelle. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Thomas Duroux, qui est donc directeur général du Château Palmer, pour un grand entretien. Donc nous sommes ensemble pour 1h30 environ. Cet entretien sera mené par Jérôme Baudouin, que vous connaissez déjà, qui est rédacteur en chef de la Revue du Vin de France. Voilà, donc à l'issue de la rencontre, vous pourrez poser des questions. On fera circuler un micro. Et puis, nous aurons la chance ensuite de passer dans les salons Lafayette pour déguster un Château Palmer 2012 qui a été généreusement offert par Thomas Duroux et le Château Palmer. Voilà, donc je laisse la parole à Jérôme Baudouin et Thomas Duroux. Bonne soirée. Bonsoir. Bon, j'espère que vous allez bien. Les pluies ont un peu rafraîchi, on quitte un peu la sécheresse. C'est très bien pour les vignes, c'est un peu moins sympa quand on fait du vélo dans Bordeaux. Ce soir, donc, nous avons la chance de recevoir l'un des plus talentueux vinificateurs de Bordeaux. Il est passé par la Hongrie, la Californie, l'Italie, notamment la Toscane, où il était directeur technique d'un des plus prestigieux crus de Toscane, qui est le domaine de l'Ornellaia. Et avant d'être arrivé à Margaux en 2004, à seulement 34 ans, il devient directeur général de Château Palmer, où il impulse la bio, la biodynamie, et bien aujourd'hui, il va nous parler de ces vins qui sont magiques et que vous aurez la chance de goûter après l'entretien, un millésime 2012. Voilà, je vous demande d'applaudir et d'accueillir chaleureusement Monsieur Thomas Duroux. Bon, nous venons de passer une période un peu difficile de sécheresse. Alors, comment se portent les vignes de Palmer ? Écoute, elles se portent plutôt pas mal pour l'instant, en ce moment, puisqu'elles ont donné leurs fruits. Donc oui. Elles sont soulagées. Il nous reste quelques hectares, 2 hectares et demi de petits verres d'eau et quelques hectares, 3 ou 4 de Cabernet Sauvignon, qui attendent sagement les quelques pluies annoncées pour demain. Il y en a eu un petit peu déjà hier, là. Donc ça fait un peu de bien. Ouais, un petit peu. Bon, pas grand-chose. Pas grand-chose quand même. Et alors, il faut qu'on se vous voit. Ah. Parce que comme on est filmé, il faut être sérieux. Et pouvez-vous nous décrire le vignoble de Palmer ? Parce qu'il y a différents terroirs, c'est complexe. Et pour situer un petit peu pour les gens qui sont ici, qui nous écoutent. Oui, on va essayer de le faire de manière assez concise. Donc Palmer est une propriété qui se trouve sur la rive gauche de Bordeaux, dans le sud du Médoc, dans cette belle appellation de Margaux. C'est un vignoble qui est relativement groupé autour du château, donc qui est le cœur de la propriété. 66 hectares. Divisés en 3 grands groupes ou 4 grands groupes, et tous des hectares qui sont tous, ou la plus grande majorité, des hectares de graves. Voilà. D'accord. Et des graves, après on peut rentrer dans les détails, mais des graves de nature assez différente. Quand on parle de graves, on a toujours en tête ces galets roulés qui ont été amenés par la Garonne et par la Dordogne il y a bien longtemps. Mais ce qui fait les nuances de grave, c'est ce qu'il y a autour de ces galets roulés. Donc un peu de sable, un peu d'argile, un mélange des deux, différentes couches, etc. Et à Palmer, on a, pour faire simple, 18 types de graves différents sur nos 66 hectares de vignes. Et l'encépagement dans tout ça ? Et alors l'encépagement, c'est un peu une particularité. Quand on pense à la rive gauche de Bordeaux, quand on pense au Médoc, on pense bien sûr au Cabernet Sauvignon, qui est le cépage majoritaire. Nous avons du Cabernet Sauvignon à Palmer, mais nous avons aussi, pour des raisons historiques, du Merlot et en proportion quasiment équivalente au Cabernet Sauvignon. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a bien longtemps, un de mes prédécesseurs, Louis Miaille, passionné de Merlot, eut cette curieuse idée de consacrer les grands terroirs de la propriété au Cabernet Sauvignon, mais aussi au Merlot.
Et donc nous nous retrouvons aujourd'hui à Palmer avec des très vieux merlots sur des grands terroirs qu'on appelle dans le Médoc des terroirs à Cabernet Sauvignon, mais qui ne sont en réalité que les grands terroirs. Et ces grands merlots, à côté de ces grands Cabernet Sauvignon, donnent une vraie particularité à nos vins. D'accord. Et avant d'arriver, alors là on voit Palmer, mais avant d'arriver à Palmer, parce qu'il y a tout un parcours avant, qu'est-ce que vous avez fait? J'aimerais bien qu'on revienne sur le passé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord étudié. Oui. J'ai d'abord étudié pour essayer de me former et d'acquérir des outils qui me permettraient d'assouvir cette passion puissante qui était celle du vin, de la viticulture et de la manière de valoriser un terroir. J'ai étudié à Bordeaux, donc à ce qu'on appelle aujourd'hui BSA, Bordeaux Sciences Agro, et puis à la faculté d'œnologie qui aujourd'hui est le SEV. Et puis après, je suis parti en balade, en vadrouille, en compagnonnage, en quelque sorte. Et mon parcours m'a amené en Californie, en Afrique du Sud, en Italie, vous en parliez tout à l'heure, en Hongrie, dans le sud de la France. Chez les Laborde. Chez les Laborde, absolument. Et donc, un parcours passionnant. Le voyage forme la jeunesse. Et puis voilà. Et puis retour à Bordeaux, un peu par hasard d'ailleurs, en 2004. Alors, comment on fait quand on passe d'un super toscan, Ornellaia, un style très affirmé, à Palmer, qui a un autre style, qui est complètement différent, et qui est un grand classique du Médoc? Comment on fait quand on est œnologue et qu'on doit s'adapter à deux propriétés radicalement différentes? Ornellaia, en tout cas à l'époque, était une sorte de synthèse entre deux mondes. Le monde ancien, le monde européen, parce que tout ce coin de Bolgheri est très lié à une des plus vieilles familles toscanes qui s'appelle la famille della Gherardesca. Et donc on sent, quand on est là-bas, le poids de l'histoire en permanence. Et en même temps le Nouveau Monde, parce que les premières vignes, en tout cas de qualité, ont été développées après la Seconde Guerre mondiale avec Sassicaia. Les premières vignes de Ornellaia ont été plantées en 81, donc c'était très très récent. Quand je suis arrivé là-bas, les vignes les plus anciennes avaient 20 ans. Et donc, oui, un style parce qu'il y a une identité forte du lieu, mais pas vraiment de style non plus, parce qu'en 20 ans, on ne construit pas un style. Et donc, en tenant compte à la fois de cette histoire, du poids de cette histoire, mais aussi de cette nouveauté, lorsqu'on est un jeune technicien, on a en quelque sorte carte blanche. C'est ça. On peut faire plein de choses différentes parce qu'on est au début d'une histoire. Et ça, c'était vraiment super. Quand par contre, on se retrouve à Bordeaux, dans une propriété comme Palmer, multiséculaire, qui a pour le coup un style très établi par le temps, oui. On baisse les oreilles et on observe. Et surtout, on ne fait pas de conneries. C'est ça le plus important. Et je n'ai pas compris tout de suite d'ailleurs, parce que les premières cuves du millésime 2004 n'ont pas été forcément les plus brillantes de ma carrière, où j'ai voulu appliquer des recettes qui n'étaient pas tout à fait celles adaptées à la situation. Mais ensuite, j'ai pris du recul et puis j'ai laissé faire ceux qui savaient. Et j'ai essayé d'apprendre le lieu, d'apprendre le style, d'apprendre son identité. Et comment on fait pour... on goûte plein de millésimes, comment ça se passe quand on veut appréhender justement le style d'un domaine? On goûte des vieux millésimes, on goûte des plus jeunes, et est-ce qu'il y a un millésime clé, par exemple, ça c'est comme ça que j'imagine Palmer. Enfin, voilà, comment on appréhende? Oui, alors évidemment, on goûte plein de millésimes, on essaye, et c'est pas la partie la plus désobligeante d'ailleurs. On parle aussi, on rencontre des gens qui travaillent, qui ont travaillé dans cet endroit. Mais il y a un millésime dont je me souviens très bien et qui a été assez marquant dans mon apprentissage
de cette propriété. Lorsque j'étais accueilli par mon prédécesseur, Bertrand Bouteiller, qui a travaillé des dizaines d'années à Palmer comme gérant, Bertrand a choisi de me servir un Palmer 90. On était dans le château, il ouvre cette bouteille, on n'était que tous les deux, il sert ce Palmer 90 après l'avoir bien préparé, décanté, etc. Et je goûte ce vin, venant d'Italie, venant de Bolgheri, je goûte ce vin, très joliné, mais en bouche, je trouve que la structure de ce vin est très légère. Et je me dis, oh, là, il y a un truc qui ne va pas. Et donc, je garde cette image de Palmer 90. Et puis, j'ai regoûté ce vin à plusieurs reprises. Et au bout de quelques temps, en fait, je crois avoir compris ce qui faisait la magie de ce Palmer 90, et ce qui en réalité fait la magie de Palmer, mais comme la magie des plus grands vins de Bordeaux, c'est pas la puissance, c'est la délicatesse, c'est la finesse, c'est ces cartes de vin du début du XXe dans les beaux restaurants parisiens, où il y avait deux catégories de vins, les vins ordinaires et les vins fins. On ne disait pas les vins ordinaires et les vins puissants. On parlait des vins fins. Et donc ça, voilà, c'était le début de mon apprentissage. Et d'ailleurs, comment vous décririez le style de Palmer par rapport à d'autres Margaux? Qu'est-ce qui fait la différence entre Palmer et son voisin immédiat, qui est quand même Château Margaux, par exemple? Alors déjà, il y a l'assemblage, il y a le fait, la quantité de merlot dans l'assemblage, mais au-delà. À Palmer, donc, je disais tout à l'heure qu'on a effectivement un encépagement particulier, qu'on a un terroir de graves, qu'on a 18 types de graves différentes. Mais si on cherche à les classer simplement, on a deux grandes familles. Des graves avec une dominante plutôt argileuse, et des graves avec une dominante un peu plus sableuse. Les graves avec une dominante un peu plus sableuse sont celles qu'on va trouver le plus souvent dans l'appellation Margaux. Et c'est celles que nous utilisons pour produire Alter Ego, qui est donc pour nous la belle expression de Margaux de la propriété. Les graves... Qui est le second vin de Palmer. Alors, j'aime pas trop le terme second vin, je préfère... La deuxième cuvée, on va dire. Ouais, ou l'autre vin. En tout cas, c'est vraiment le Margaux de Palmer. Les graves avec une proportion d'argile un petit peu plus importante sont celles qu'on va surtout utiliser pour Palmer. Et donc, cette dimension-là, plus une proportion de merlot qui atteint souvent 50% de nos assemblages, vont donner une typicité qu'on ne trouve pas ailleurs dans l'appellation. Donc, on a bien sûr cette finesse, cette précision, cette féminité, disent certains, des grands vins de Margaux, mais on a un toucher de bouche, un velouté qui est vraiment unique. Et je crois que vraiment en goûtant un vin de Palmer à l'aveugle, alors il y a la dimension aromatique, mais il y a cette tessiture en bouche qui est assez magique et assez unique. Alors, on devait en parler à la fin, mais on peut en parler maintenant. Il y a ce 2012 que les gens présents ici vont goûter tout à l'heure. Il y a une histoire particulière. Quelle est-elle ? Il y a une double histoire sur le 2012. Il y a une histoire technique et puis une histoire un petit peu plus commerciale. L'histoire technique, c'est que 2012 a été un millésime de contraste. Un contraste sur la climatologie, mais aussi un contraste sur l'expression du terroir de Palmer à travers nos deux cépages principaux. Les merlots, en 2012, étaient totalement exubérants, avec une dimension aromatique incroyable, une expression, on parlait du velouté, donc une expression en bouche très ample et très fine à la fois. Les Cabernet Sauvignon étaient beaucoup plus classiques, parce qu'il y a eu des pluies juste avant qu'on les récolte, et donc cette précision, cette finesse. Et donc la vraie question sur ce millésime, c'était comment ces deux cépages, qui en fait correspondaient à deux styles de millésimes différents en quelque sorte, c'est ça, allaient se marier. Et vous verrez tout à l'heure que ça ne s'est pas trop mal passé. Il y a ce toucher du merlot et cette profondeur donnée par le cabernet. C'est un super exemple de la complémentarité des deux. Et l'autre histoire derrière 2012, elle est un petit peu plus commerciale. En 2010, pour la première fois à Palmer, on a décidé de ne plus vendre que la moitié de notre production en primeur sur Château Palmer.
et de garder le reste. On ne savait pas trop ce qu'on allait faire, exactement comment on allait gérer ça. Et puis, pendant le Covid, on a un peu réfléchi, on avait que ça à faire, de réfléchir. On a un peu réfléchi, on s'est dit, en fait, il faut qu'on trouve une idée simple pour valoriser ces stocks que nous gardons à la propriété. Et donc, on s'est rappelé d'une belle interview de Émile Pénaud, le père de l'œnologie moderne. Je crois que c'est le dernier bouquin qui est paru en parlant d'Émile Pénaud. Il était interviewé par un journaliste et à un moment donné, le journaliste lui demande « Mais monsieur Pénaud, avec votre carrière incroyable, vous devez avoir une cave fabuleuse. » « Ah oui, effectivement, j'ai une très jolie cave, mais qu'avez-vous dans votre cave ?» Essentiellement des grands vins de Bordeaux et beaucoup de crus classés ou d'équivalents. « Ah, mais comment les buvez-vous » J'ai une règle, je n'ouvre jamais une bouteille de grand cru avant que le vin ait 10 ans. On s'est dit, ça c'est génial. Voilà, Émile Pénaud nous a tracé la voie et donc tous les ans, le 4e jeudi du mois de septembre, nous offrons à nos distributeurs le millésime qui a 10 ans. Donc on a sorti il n'y a pas très longtemps le 2012. Voilà. Donc vous allez avoir la primeur de goûter le 2012 qui rentre en commercialisation maintenant. Exactement. Voilà. Pas mal, hein? Goûtez-le d'abord, goûtez-le. Mais vous applaudirez après, parce qu'on ne sait jamais. Et en fait, vous avez une formation quand même scientifique, donc ingénieur agro, œnologue, et une fois arrivé à Palmer, là, il y a un truc qui se passe quand même. En 2007, vous vous lancez dans la bio, 2011, biodynamie. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Comment vous en arrivez là? Un esprit rationnel? Je ne sais toujours pas. Non, alors l'histoire, elle est... il faut que j'essaie de la faire rapide. C'est vrai que quand je suis arrivé à Palmer en 2004, biodynamie, tout ça, c'était des choses un petit peu obscures pour moi. Alors biodynamie, obscure, bio, non, mais juste pas vraiment viable à mon esprit. Et donc, il y a eu une période d'apprentissage à Palmer, pendant 3-4 ans. Et puis en 2007, Sabrina Pernet, qui est notre directrice technique, nous a rejoints. Même formation que moi, même esprit scientifique, mais un peu plus jeune que moi peut-être, enfin même sûrement d'ailleurs. Et donc on a pas mal travaillé ensemble sur la gestion du terroir, sur la différenciation de nos pratiques à la vigne, en essayant de tenir compte de toutes les petites nuances qu'il y avait en termes de pédologie, en termes de vigueur, en termes d'alimentation hydrique, en termes d'alimentation azotée. Toujours très scientifique. Et puis à un moment donné, on s'est dit, mais bon, quand même, on entend parler beaucoup de bio et de biodynamie. Il y a quand même des vins qui sont pas mal. C'est des types bizarres ou des nanas bizarres qui font ça. Ils ont souvent les cheveux longs et ils ne fument pas que de l'herbe du gros. Mais quand même, il y a des jolis vins. On n'y comprend rien. Il fallait peut-être qu'on creuse un peu le sujet. Et donc, après les vendanges 2008, on se décide à demander de l'aide à Mathieu Boucher, dont le père François a été le précurseur d'ailleurs de la biodynamie en viticulture dans notre pays. Et Mathieu vient nous aider à mettre un essai en place sur une parcelle de merlot, pas le plus grand terroir d'ailleurs, qu'on coupe en deux, une moitié cultivée classiquement, comme on le faisait à l'époque à Palmer, puis l'autre moitié, on essaye de suivre quelques principes de la biodynamie, en n'y comprenant pas grand-chose, mais en étant aidé par Mathieu. Et puis les vendanges 2009 arrivent, on récolte les deux morceaux séparément. Première bonne nouvelle, c'est que sur la partie biodynamie, il y avait du raisin, pas mal. On fait le vin avec les raisins en les gardant séparés. Et puis, il se trouve que le vin provenant des raisins cultivés en biodynamie n'était pas plus mauvais que l'autre. Déjà. Donc on se dit, pas mal. On n'a pas utilisé de pesticides. On ne sait pas trop ce qu'on a fait, mais ça a à peu près fonctionné. On continue. Et puis, on continue, mais toujours en ne comprenant pas grand-chose, avec notre esprit critique. Et puis, on agrandit l'essai. Et puis, en 2011, il y a quelque chose qui se passe sur 2 parcelles de vieux Cabernet Sauvignon. Un millésime un peu compliqué, d'ailleurs, à Palmer, avec des petits rendements, mais
il se passe quelque chose dans le sens des vins, dans l'expression des vins, dans la clarté des vins, dans le lien entre ce produit final qui est le vin et le sol d'où viennent les raisins. Et on se dit, il y a peut-être un truc. Et puis en même temps, on commence à prendre de la hauteur et se dire, attends, mais la biodynamie, il faut arrêter de voir ça que comme les planètes intérieures, les planètes extérieures, les préparations bizarres, etc. En fait, c'est juste beaucoup de bon sens. C'est un retour à un concept ancestral qui est celui de la ferme, qui est celui de l'organisme agricole dans lequel chaque élément a son importance, dans lequel chaque élément doit vivre en quelque sorte en harmonie avec les autres. Donc c'est la fameuse vision holistique dépeinte par Steiner. Et ça fait tilt. Ça, on se dit, mais oui, mais ça nous parle vraiment. Et c'est comme ça qu'en fait, on s'est lancé dans l'aventure pour d'abord convaincre les propriétaires de Palmer que c'était une bonne idée. Ils ont été brillants parce qu'ils nous ont cru. Et ensuite, pour démarrer cette longue aventure qui est loin d'être finie, qui consiste à vivre Palmer d'une manière différente. Et ça fait 10 ans. Et ça fait maintenant 10 ans, oui, c'est ça. Et justement, on dit souvent que la climatologie de Bordeaux, elle n'est pas très adaptée à l'agriculture biologique ou biodynamique. Alors, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai ? Oui, il pleut plus à Bordeaux qu'en Alsace. Oui, quand il pleut et qu'il ne fait pas trop froid, il y a un petit cryptogame qui s'appelle le mildiou, oui, qui prend son aise. Oui, si on raisonne en agriculture conventionnelle et qu'on le transpose à la biodynamie, on n'a pas beaucoup d'outils pour contenir le développement du mildiou. Mais ça, c'est une vision très occidentale, même en médecine. C'est j'ai un problème, qu'est-ce que j'ai pour taper sur le problème ? C'est ça. C'est vrai que la biodynamie, c'est la médecine chinoise. C'est exactement ça. La biodynamie, c'est, ou même au-delà de la biodynamie, cette vision un peu différente, c'est de dire, mais pourquoi le mildiou se développe là et pas là ? Et pas là. Pourquoi ? Et donc, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Et on est loin d'avoir compris. D'ailleurs, on s'est fait massacrer en 2018. Je me souviens. Voilà. Ça a été vraiment très, très dur pour les équipes, surtout, qui ont bossé toute l'année et qui ont perdu une partie de leur travail. Mais en 2020, où ça a été aussi très compliqué, au début, on a réussi à gérer. Et en fait, on apprend. On n'a pas les clés, mais il faut changer de paradigme. Mais c'est ça, d'ailleurs, la grande leçon de 2018, qui a quand même été très violente, mais pas seulement pour Palmer, pour beaucoup de propriétés. Et justement, ça vous a appris les vignerons que je connais, dont toi, en biodynamie, vous avez appris de ça. C'est quand même une grandeur, quelque part. C'est très positif. C'est-à-dire, OK, on se casse la figure, mais pourquoi ? Et il y a eu un raisonnement. Et je pense que tout cet apprentissage en amont fait que derrière, on s'en sert de leçon. Oui, c'est un long parcours. On a appris des choses, mais des choses très techniques. Tiens, là, on s'est planté, on aurait dû faire ci, on a fait ça, etc. Et puis, on apprend aussi, mais c'est aussi dans le domaine de l'inconscient. En fait, je pense que dans le geste, dans la manière d'être ensemble, on apprend sans forcément savoir mettre des mots dessus. C'est pas que tiens, j'aurais dû mettre 120 grammes de cuivre et pas 75. C'est pas que tiens, il a plus de tant de millimètres, il faut faire ci, il faut faire. C'est le sens du travail collectif. C'est trouver les mots pour se parler, pour déclencher, pour vivre le moment ensemble. Et cette dimension sociale, ça fait aussi partie de la biodynamie. Ça fait aussi partie de notre manière de vivre Palmer au quotidien. Ça semble un peu bizarre, mais est-ce que c'est ça qui vous a fait changer votre regard, et notamment l'investissement que vous faites dans différentes opérations pour accueillir des gens, des saisonniers, tout à l'heure on en parlait, mais est-ce que justement ça vous a appris à regarder autrement la dimension sociale de la viticulture, qui des fois et souvent quand même on la met de côté, quoi. Oui, on en parlait l'autre jour avec l'équipe.
Quand on a commencé tout ce processus, on s'est d'abord beaucoup intéressé au sol, on s'est intéressé aux vignes, on s'est intéressé aux plantes qui poussent autour des vignes, on s'est intéressé aux arbres, on s'est intéressé aux animaux qui sont dans la propriété, qui sont autour de la propriété. On a vu l'effet que ça avait sur les hommes qui vivent Palmer au quotidien, dans nos relations, dans notre manière de vivre, mais on s'est aussi posé des questions, et ça arrive vraiment maintenant, sur notre devoir de transmission, sur notre devoir de lien social. Et le lien social, c'est pas que dans notre microcosme, c'est aussi à l'extérieur. Et donc on sait qu'aujourd'hui il y a une crise de vocation dans ces métiers. On sait aussi que dans une agglomération comme Bordeaux, il y a des jeunes gens qui n'ont pas trouvé leur voie. Et donc qu'est-ce que nous on peut faire pour faire cohabiter tout ça, pour faire vivre notre quotidien, pour aller transmettre ce qu'on a appris, pour aller créer des vocations. Voilà. Et ça, on est au début de ce processus. Ça fait 2 ans qu'on fait quelques, c'est plus que les essais d'ailleurs, c'est des vrais paris. Ça nous passionne beaucoup et il y a beaucoup à faire. Alors il y a un autre aspect, donc il y a l'aspect social, mais il y a aussi le collectif autour de la propriété. Donc vous êtes plusieurs à Margaux, par exemple, à être en biodynamie. Je suppose que vous vous parlez, vous échangez beaucoup. Et quelle énergie ça amène justement de se confier les uns les autres sur ce... Alors c'est une belle énergie. C'est vrai qu'à Margaux, il y a plusieurs propriétés qui sont en biodynamie. Ouais. Il y a plein de propriétés qui font des essais, qui ont une partie de leur vignoble en bio ou en biodynamie. Donc c'est vraiment un mouvement de fond. On se parle, mais on a fait aussi quelques erreurs. C'est-à-dire que quand nous on est parti sur ce terrain-là, avec toute la passion qui habite l'équipe de Palmer, on a eu tendance un peu à s'emballer en employant des mots un peu malheureux, du style de toute façon il n'y a pas le choix, c'est comme ça, c'est la seule voie. Ça a fait peur à certains, oui. Oui, et puis je crois qu'on a pu être vu un peu comme des donneurs de leçons, et ce qui était une très mauvaise chose. Donc voilà, ça a mis un peu de tension. Moi je m'étais même dit, Margaux, première appellation 100% en bio. Et c'est beau, mais c'est débile, parce que en fait, chacun doit vivre à son rythme. Et c'est ça qu'il faut respecter. Il n'y a pas un seul vigneron en France, à Bordeaux, à Margaux, qui prend du plaisir à aller traiter ses vignes avec des produits nocifs. Pas un seul. Mais sauf que chacun a sa réalité et chacun a son rythme. Et il faut respecter ça. Donc aujourd'hui, je pense que ces erreurs-là, en tout cas de notre côté, elles sont derrière nous. On est hyper respectueux de tout le monde, comme on l'a toujours été. Hein. C'était juste que la passion avait pris un peu trop de place dans nos discours. Et donc, on est à l'écoute. Et je crois que personne n'a tort, personne n'a raison. On est juste ensemble à partager des expériences diverses, mais qui sont forcément complémentaires. Mais quasiment tous les crus classés aujourd'hui sur l'appellation sont dans une démarche d'ailleurs d'essai ou complètement ou certifiés en bio ou en biodynamie. J'ai reçu un chiffre il n'y a pas très longtemps sur l'ensemble des crus classés de Bordeaux, rive droite, rive gauche, Sauternes, Médoc. Vous avez 30% des châteaux, des propriétés, des surfaces qui sont en cours de conversion ou certifiés en bio. C'est considérable, c'est 2 fois plus que le reste du vignoble girondin. Donc, en fait, les crus classés sont des moteurs dans cette démarche. C'est formidable. Hein. Oui, et puis ça va très vite. Il y avait un bel article de César Compadré il y a quelques jours dans le Sud-Ouest. Et si ma mémoire est bonne, 2017, 10% du vignoble girondin en bio. Ouais. Aujourd'hui, 20%. 20%, c'est ça. Ça a doublé en 5 ans. C'est le premier vignoble bio de France, en surface. Hein. C'est quand même pas mal. Hein. On tape sur Bordeaux, mais il y a un gros travail qui est fait. C'est bien. Alors, vous avez une expérience internationale. On voit que Bordeaux, malgré tout ça, malgré ses efforts, est en crise. Quel regard vous avez sur justement le vignoble bordelais qui est en train de plonger? Comment vous le voyez, vous? Parce que vous avez vu ailleurs ce qui se passait en Californie, en Afrique du Sud.
on se rend compte que, voilà, comment vous le voyez? Il y a quelqu'un du CVB dans la salle ou pas? Non, mais c'est un sujet compliqué et il y a plusieurs manières de l'aborder. Ce dont je suis certain, pour avoir beaucoup voyagé, mais aussi pour goûter plein de vins tout le temps, de partout, c'est que, en tout cas dans le climat qu'on connaît encore à peu près aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'équivalents au monde en termes de rapport qualité-prix par rapport à ce qu'on fait à Bordeaux. C'est certain. Il y a pour autant aujourd'hui une vraie souffrance chez beaucoup de vignerons. Et je crois que le problème, il n'est pas véritablement sur la qualité des vins. Le problème, il est sur l'existence de ces vins dans un marché mondial où ceux qui gagnent sont des acteurs gigantesques. Comment un petit château qui fait 100 000 bouteilles par an peut exister face à une marque ultra puissante qui fait des millions de bouteilles et qui, avec beaucoup de réussite d'ailleurs, investit de l'argent dans le marketing et dans la promotion de ses vins. C'est juste pas possible. Donc, moi, mon sentiment profond, c'est que ce qui manque à Bordeaux aujourd'hui, à côté de petits vignerons qui ont des marchés de niche un peu particuliers, c'est des marques puissantes, ouais. Des marques fortes. Parce que c'est le monde dans lequel nous vivons. Alors on peut aimer ou pas aimer, on peut cautionner ou pas, mais c'est le monde dans lequel nous vivons. Pour exister à côté de Yellowtail, il faut une marque puissante. Il y en a très peu à Bordeaux, très peu, et ça ne suffit pas. Et il y en avait. On reprend 20 ou 30 ans, on avait les Barton et Guestier, Calvet, qui étaient là et aujourd'hui qui n'existent plus. Donc, pour répondre de manière très rapide et très simple à cette question, je pense que ça, c'est un vrai sujet. Mais, et tout le monde le sait, hein, il faut s'y mettre. Ben, c'est ça, c'est une situation compliquée. Alors, Bordeaux, on va revenir un peu sur l'image de Bordeaux, mais Bordeaux avait l'image d'un vignoble assez fermé, alors qu'il était pionnier dans le no-tourisme. Aujourd'hui, c'est un vignoble qui est complètement ouvert à l'œnotourisme. On est là, d'ailleurs, dans la Cité des Vins, la Cité du Vin, qui est quand même un des emblèmes de la viticulture dans le monde. Et vous, de votre côté, vous avez ouvert Palmer à une démarche culturelle. Alors, c'est une forme de no-tourisme, mais vous avez fait plein de choses. Et vous allez continuer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, parce que, en tant que fan de jazz... Non, mais alors, à Palmer, on est la propriété est actuellement fermée parce qu'on a des travaux importants, mais c'est une propriété qu'on veut garder à la fois intime, mais qu'on veut ouverte vers les amateurs et les passionnés de vin. Mais c'est aussi une propriété où il y a une vraie volonté de créer des ponts et des liens avec d'autres manières de s'exprimer. Quelque part, faire du vin, c'est exprimer un lieu, exprimer un terroir, mettre un lieu dans un verre. Faire de la photographie, c'est interpréter un paysage, un lieu, etc. Faire de la musique ou jouer du jazz, c'est improviser sur un thème qui a été écrit à un moment donné. Et donc, oui, on a essayé de développer tout ça. Alors, il y a eu pendant 10 ans des concerts, un concert tous les ans à Palmer, de jazz, où on invitait un musicien ou des musiciens qui venaient interpréter le nouveau millésime. Voilà, c'était un beau moment où on parlait à la fois de thèmes, un thème de musique, un terroir, et d'improvisation. L'improvisation autour d'un thème de musique, l'improvisation autour d'un terroir sur un nouveau millésime. Et puis, il y a eu aussi des expositions de photographie avec des gens prestigieux comme Sebastião Salgado, le grand photographe brésilien, ou Gérard Depardieu qui a sillonné la France avec Raymond Depardieu. Raymond Depardieu. Et Gérard Depardieu. Gérard, c'est autre chose. Gérard Depardieu et Raymond Depardieu. Voilà, donc on a eu tout ça. Donc ça crée ce lien. Et puis le Covid est arrivé. Et donc tout ça s'est un peu arrêté. Et on était un peu dans les murs. Et donc aujourd'hui, on cherche à sortir des murs, à travailler hors les murs, avec un partenariat qu'on va annoncer dans pas très longtemps avec un des plus beaux labels de jazz européens, qui est un label allemand qui s'appelle ACT,
On va travailler 10 ans ensemble pour créer une série Palmer, un disque tous les ans avec des artistes qui seront liés à la propriété. Mais qui viendront en résidence ou qui seront... Voilà, alors c'est pas encore extrêmement clair. Ils viendront évidemment résidence, ça dépend ce qu'on met derrière le mot résidence. La vraie résidence, c'est plutôt sur la photographie, où là on a un très beau projet qui a démarré avec Leica, cette marque mythique d'appareils photographiques, où on a une résidence tous les ans d'un photographe qui passe plusieurs semaines chez nous et où le résultat de son travail sera une exposition pendant quelques mois dans la galerie Leica à Paris. C'est pas mal. Oui, c'est sympa. C'est plutôt pas mal. Et on pourra voir les photos exposées à Palmer ou dans Bordeaux Alors pour l'instant, c'est Galerie Leica à Paris. À Palmer peut-être, mais il y a vraiment cette volonté d'être hors les murs. Donc peut-être à la Cité du Vin. On en a parlé rapidement tout à l'heure. On sait jamais. Ce serait sympa quand même. Hein. Et est-ce qu'un jour, est-ce que Palmer s'ouvrira au public, au grand public par exemple, avec je sais pas, des chambres d'hôtes ou des choses comme ça, ou des visites guidées comme d'autres crus le font? Ou est-ce que c'est pas la vocation de Palmer? Alors, Palmer a toujours été ouvert et Palmer restera ouvert. Par contre, on n'a pas aujourd'hui de projet d'en faire un centre de profit. C'est juste le projet qui est le nôtre aujourd'hui, c'est de pouvoir partager notre quotidien et de faire vivre notre quotidien à ceux qui ont envie de le découvrir. Non, on a un joli projet par contre sur l'ouverture qui nous tient tous beaucoup à cœur. On parlait d'organismes agricoles, de vision holistique de ce que nous faisons. Et donc à côté de la viticulture, on fait aussi de l'élevage, on fait aussi du maraîchage, de l'arboriculture. Et donc on produit des aliments. Et ces aliments, il faut savoir les utiliser. Donc il y a un vrai projet au château avec un chef en résidence, sous le patronage d'un chef que Bordeaux connaît bien, Jean-Denis Lebras, qui a été le chef de la grande maison pendant longtemps. Et puis, on a un autre projet qui est le projet d'une cantine vigneronne. On ambitionne de faire à manger tous les jours pour l'ensemble des personnes qui travaillent à Palmer, donc 70 personnes. Et à côté de ça, dans cette cantine vigneronne, il y aura sûrement 15, 20 places, 25 places qui seront ouvertes au public avec un vrai menu simple. On appelle ça un menu ouvrier, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais un menu vigneron. Un menu vigneron autour des produits de Palmer. Voilà, ça sera une manière d'ouvrir la boutique. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont faire la queue pour venir manger à midi à Palmer. Et ça, c'est une excellente idée. C'est vrai que ça rejoint en plus la dimension biodynamique du lieu. Ah ouais, c'est un espèce de cercle vertueux. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Hein. Tous les ans, pendant les vendanges, tout le monde déjeune ensemble. Et on parlait de social, ça fait aussi partie de l'idée. Et donc ça, on va essayer de le prolonger toute l'année pour que ce moment du déjeuner soit un moment fort. Du lien vers l'intérieur, mais aussi du lien vers l'extérieur. Et du Palmer est servi à la table ou pas? Alors, pas du Palmer, mais il y a quelques petites bricoles. La petite cuvée du maître de chez, elle est pas mal non plus. Ouais. D'accord. Et alors, vous avez vinifié, donc on parlait de la Californie, de l'Afrique du Sud, la Hongrie, l'Italie. Mais est-ce qu'il y a un autre vignoble en France où vous auriez aimé vinifier, où il y a une région qui vous titille, vous dites tiens, j'irai bien par là pour faire du vin? En dehors de Bordeaux, parce que vous me dites ça a des millions. Oui, ça marche pas. Non, mais il y a une région où j'ai laissé beaucoup de passion et quelques regrets. C'est le Languedoc. On peut revenir dessus ou pas? Oui, bien sûr. Bah oui. Parce que ça a été quand même c'est l'histoire d'une polémique qui a été le centre d'un film. Et je pense que beaucoup de gens l'ont vu, c'était Mondovino, au début des années 2000. Alors, allez-y, racontez, parce que c'est quand même une sacrée aventure. J'ai rejoint en 98 l'équipe de Mondavi dans le Languedoc. Donc Mondavi, Robert Mondavi, c'était un des précurseurs de la production de grands vins en Californie. À Napa Valley. Et c'était devenu, c'est toujours, mais c'était devenu
une boutique très importante. Et la famille Mondavi, pour faire suite à la crise du phylloxéra de la fin des années 80, début des années 90 en Californie, est venue développer une marque de vin du Languedoc qui s'appelait Vichon à l'époque. Et c'est David Pearson donc, qui a dirigé Opus One pendant longtemps, jusqu'à il y a quelques années, qui était le patron de ce projet à Montpellier. David me recrute comme jeune œnologue à l'époque, avec deux objectifs: consolider tout le travail autour de Vichon, les rapports avec les vignerons qui nous fournissaient des vins, et puis imaginer la production d'un grand vin dans le Languedoc. Et le premier réflexe, c'est de dire, bon, on va d'abord s'occuper du négoce, et on fera après les efforts nécessaires pour voir comment faire un grand vin dans le Languedoc. Puis en fait, je vous la fais à courte, mais les priorités ont changé, et donc on s'est concentré vraiment sur cette idée de produire un grand vin. On a regardé les différentes options d'acquisition. Il y a eu des discussions très avancées à l'époque avec Domas Gassac, qui est un des noms historiques du Languedoc, et puis ça s'est pas fait. Et on qui envisageait de vendre. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. C'est pas ce que disait Aimé Guibert à l'époque. Dans le film, c'est pour ça. Voilà, mais bien sûr. Bon, ça s'est pas fait. Et donc, on a proposé à la famille Mondavi, en fait, de créer un vignoble de toutes pièces sur le massif de l'Arboussas, donc à Agnan, entre Domas Gassac et la Grange des Pères, pour faire simple. C'est ça. Et c'était assez facile pour nous de démontrer au Mondavi qu'il y avait du potentiel, parce qu'il y avait deux grands vins à côté. Et puis, donc on est parti. C'était un peu compliqué parce que les terres étaient des terres communales. Donc c'est devenu une bataille politique invraisemblable entre le conseil général à gauche et le conseil régional à droite. Ça finit en autre boudin. Tout le monde a cru que c'était une guéguerre avec Aimé Guibert, mais pas du tout. C'était juste une bataille politique qui a mal fini. Et les Mondavi se sont lassés et sont partis. Et j'y ai laissé beaucoup de regrets parce que c'est un endroit extraordinaire, le Languedoc en général, les terrasses du Larzac en particulier. Oui. Que le Languedoc, même s'il y a quelques très grands vins, et je pense à mon ami Laurent Vaillé qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, qui a produit parmi les plus belles choses qui puissent se faire en France et dans le monde d'ailleurs. Mais malgré tout, le Languedoc n'a pas encore réussi à s'imposer et avoir une reconnaissance qu'il mérite. Et je pense qu'un projet comme celui de Mondavi aurait pu aider. Non pas faire la révolution, non pas tout changer, mais aurait pu aider parce qu'il y avait des moyens et une ambition à très long terme. Voilà. Donc ça, je le regrette. Et puis ça veut d'imposer en plus un vin sur le marché export, notamment aux États-Unis. Et c'est vrai de faire sortir un grand vin du Languedoc. Ouais. Bon, enfin c'est comme ça. Voilà. Donc ce serait le Languedoc si vous aviez... si demain j'avais une baguette magique, je repartirais là-bas et je finirais ce qu'on a essayé de commencer. Et la Bourgogne, non. Mais la Bourgogne, c'est magique, mais il y a tellement de grands vignerons. Voilà, il n'y a pas de place. Mais non, faut les laisser tranquilles. On va pas aller leur expliquer comment il faut faire. Du coup, vous envisageriez de quitter Bordeaux pour Languedoc, pour Agnan par exemple ? À la retraite. Oui, enfin, on verra, peut-être que j'aurai d'autres projets, mais un jour. Mais aujourd'hui, c'est marrant parce que Palmer, c'est plus un boulot aujourd'hui. C'est une histoire d'amour. Alors tant que les propriétaires de Palmer veulent bien de moi, j'y reste. Non, mais ça, c'est aussi une chose super importante, c'est que j'ai été jeune, passionné. Le monde me faisait rêver, la Californie, l'Afrique du Sud, Tokai, tout ça c'était incroyable. Chaque fois que j'arrivais dans un endroit, je pensais tout de suite, mais où est-ce que je vais aller après ? Et puis quand je suis arrivé à Palmer en 2004, j'avais toujours ce réflexe-là. Bon, c'est super, Palmer, c'est un mythe. Bon, mais dans 3 ans peut-être, où est-ce que je vais aller ? Mais en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que le temps long permet d'aller dans un niveau de détail et de rapport presque charnel avec un lieu qui est juste irremplaçable. C'est plus du winemaking. C'est
vivre un lieu dans toute sa complexité. Et ça va du terroir jusqu'aux hommes. Travailler avec une équipe depuis longtemps, c'est incroyable. Ça change tellement de choses. Et cette histoire, elle n'est pas finie, parce qu'il y a encore beaucoup de petits détails à aller chercher, à aller comprendre, à aller interpréter, pour cette quête, finalement, qui est une quête sans fin, qui est d'exprimer la pureté du lieu. C'est magnifique. Et puis, je rebondis sur un mot que vous avez dit tout à l'heure par rapport au jazz, c'était l'improvisation sur un millésime. Est-ce que le vigneron n'est pas aussi un improvisateur, même s'il a devant lui un piano qui est le terroir, les cépages qui sont là, qui sont immuables? Est-ce qu'il ne doit pas improviser sur chaque millésime pour s'adapter? Est-ce que ce n'est pas aussi un travail d'improvisateur, même si on est dans le temps long? Mais si, complètement. Et en fait, tous les ans, c'est la même histoire. Les vendanges se rapprochent, on goûte des raisins, on regarde la climato, on essaye de faire des rapprochements avec des choses qu'on a connues, et puis les vendanges démarrent, et on goûte les premiers jus, et moi, tous les ans, je me dis, mince, j'y comprends rien. Et c'est bien de pas être tout seul, d'ailleurs. Et puis tout d'un coup, ça y est, on a une petite... ça vient. Et oui, on improvise. Alors on improvise, on parle pas complètement d'une feuille blanche, parce qu'il y a des millésimes qui sont accumulés, parce qu'il y a une compréhension du lieu. Mais il n'y a pas un millésime qui ressemble à l'autre. C'est ce que disent tous les vignerons. Donc il faut savoir respecter un lieu, respecter un style, mais se projeter et faire face à des situations nouvelles. Et Dieu sait que 2022, c'est le cas. C'est un archétype. Hein. Okay. Mais Thomas, merci infiniment. Ça a été un vrai plaisir. On va passer aux questions. Donc j'espère que vous en avez. Vous allez avoir un micro qui va se balader, un genre de cube en mousse. Il est toujours là, le cube? Mélanie, il est... Ah. Et vous allez pouvoir poser vos questions. Alors, quelles sont les questions qui sont... Monsieur, ouais. Alors, on n'a pas le micro. Bon, est-ce que vous pouvez poser votre question, même sans micro, en étant assez... Putain, oui, en essayant de parler fort. Allez-y. Ce sont 3 questions. Qui sont les propriétaires de Palmer? La deuxième, c'est depuis que le domaine est passé en biodynamisme, est-il moins riche qu'avant? Et la troisième question, c'est est-ce qu'ils payent bien leur personnel? Et je ne parle pas seulement du directeur général. Les propriétaires de Palmer sont 2 familles qui ont acheté la propriété en 1938 et qui l'ont conservée de génération en génération. Aujourd'hui, c'est la 4e génération et la 5e qui pointent le bout de son nez, qui en sont les gardiens. Est-ce qu'ils sont moins riches depuis qu'on est passé en biodynamie? Non, parce que nous produisions moins de vin, mais nous réussissons à bien le valoriser. Et est-ce que les employés de Palmer sont bien payés? Tout est relatif. Mais dans notre milieu viticole, je pense que les conditions salariales, mais aussi les conditions de travail sont bonnes à Château Palmer. Je ne suis pas forcément le mieux placé pour répondre. Je pense que si on avait un vigneron ou un caviste avec nous, ce serait à eux de répondre. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très important pour nous. Et même si on pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce terrain-là, on le met en haut de la pile dans les priorités. En tout cas, pour avoir eu le plaisir de goûter les 2 vins de Palmer, je peux vous dire que je suis tombé red dingue de l'autre vin. Ça fait très plaisir. Une autre question. Voilà. Alors. Normalement, le micro marche? Oui, il marche? Oui, comme ça. Alors, il faut bien s'approcher comme ça. Merci beaucoup. Oui, ma question concerne l'œnotourisme durable. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une tendance ou est-ce que c'est aussi, comme vous le dites, au niveau de la biodynamie, ça peut s'importer au niveau de la réflexion du tourisme en général et de l'œnotourisme? Et une deuxième question, est-ce que vous acceptez de prendre mon CV
suite à votre réponse. C'est pas intéressé comme question. La durabilité, c'est un sujet évidemment très à la mode, mais pour les bonnes raisons. Hein. Et je crois que dans toutes les initiatives aujourd'hui qui guident le monde de l'entreprise, la société, cette notion de durabilité doit être inscrite. Alors bien sûr, quand un passionné de vin qui vit à Los Angeles décide de venir visiter Château Palmer, on peut se poser la question de la durabilité. De même, quand nous envoyons une caisse de vin à Hong Kong, on peut se poser la question de la durabilité. Et donc, quelque part, tout est question d'équilibre, j'allais dire de compensation, même si j'aime pas ce mot-là, mais il faut aussi de raisonner global. Soit on reste enfermé dans notre petit monde, soit on essaye d'y vivre, mais aussi d'être ouvert vers l'extérieur, tout en mesurant et en adaptant nos pratiques. Donc le no-tourisme durable, bien sûr, comme le tourisme durable, bien sûr, mais on peut discuter des moyens et du curseur. Quant à votre CV, avec plaisir. Après. On fera ça tout à l'heure, mais s'il vous plaît. Juste un petit mot là-dessus. On a tous les ans de nombreux stagiaires à Palmer. Il y a 5-6 stagiaires qui passent par la propriété. C'est quelque chose de très important pour nous, pour transmettre, mais aussi pour recevoir. Les jeunes étudiants, les jeunes étudiantes sont des formidables machines à se remettre en question. On prend des coups de pied aux fesses. Et même sur les choses complètement simples, on croit que c'est comme ça a toujours été comme ça, c'est un acquis. Et puis quand un jeune passionné vient me dire mais pourquoi tu fais ça ? Parce que... Non, mais, et puis on est obligé d'aller, voilà, d'être remis en cause. C'est vraiment quelque chose de super chouette. Donc voilà, on prend toujours. Alors il y a une dame là qui lève le doigt pour une question. Ah, voilà. Donc il faut renvoyer le cube, même rangé. Ah, c'est incroyable, c'est dangereux ça. Bonsoir, je voulais vous poser une question sur la conservation du vin en biodynamie. Est-ce qu'il vieillit aussi bien qu'un vin vinifié de manière traditionnelle ? Est-ce qu'il se conserve aussi bien ? Voilà, sur le vieillissement de ce vin. Merci beaucoup, madame, pour cette question. Ça va me permettre de faire une petite mise au point. Oui. Dans la notion de biodynamie, de bio, de vin nature, il y a plein de sujets. Produire des raisins... Et d'abord, la biodynamie, c'est de l'agriculture. Les 8 cours aux agriculteurs de Steiner en 24, ça s'adressait à des agriculteurs, pas à des transformateurs de produits agricoles. Donc, si on va jusqu'au bout du raisonnement, un vin biodynamique, ça n'existe pas. Un vin produit à partir de raisins cultivés selon les principes de la biodynamie, oui. Pour qu'un vin vieillisse, il faut plusieurs critères. Le premier, pour qu'il vieillisse bien en tout cas, le premier, il faut qu'il soit produit à partir d'un terroir qui peut donner ce potentiel au raisin. On sait qu'il y a des terroirs qui sont adaptés, d'autres qui ne le sont pas. Ensuite, il faut que ce vin soit vinifié, élevé et mis en bouteille pour pouvoir vieillir. Un vin qui a des défauts, qui est par exemple oxydé, et il y a différents types d'oxydation, on ne rentre pas dans les détails. Un vin qui a des défauts et qui est oxydé et qui est mis en bouteille comme ça, il ne va pas vieillir très bien. Donc, il faut justement faire la différence entre vin bio, vin biodynamie, vin nature avec des défauts et qui ne vont pas bien vieillir. Mais comme il y a des vins traditionnels avec des défauts conventionnels, voilà, qui ne vont pas bien vieillir, et puis des vins en biodynamie, en nature, même nature, qui sont faits parfaitement, qui sont ultra purs, qui sont sans défaut, et si le terroir d'où viennent les raisins est un terroir qui le permet, qui vont très bien vieillir. Y a-t-il d'autres questions ? Là. Une jeune femme, ouais. Ça va faire loin. Ah, c'est 40 mètres. Hein. C'est un drop. Hein.
Bien. Oui, j'ai entendu dire, et c'est peut-être pas vrai, que vous faisiez pas mal d'expérimentations sur les cépages, notamment des cépages de blanc, et notamment du petit Mansin. Est-ce que c'est vrai? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il en est? Alors, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait faux non plus. On n'a pas de petit Mansin à Palmer. Par contre, on a une toute petite production de vin blanc. On produit entre 2000 et 3000 bouteilles par an de vin blanc, à partir d'une parcelle qui a été plantée au milieu des années 2000, en 2005. Il y avait une vieille tradition de vin blanc à Palmer, jusque dans les années 30, et donc on a voulu renouer avec cette tradition. Et on a planté des vieux cépages bordelais qui sont peu ou plus utilisés. Et donc il y a d'abord de la muscadelle, qu'on trouve encore un peu dans le Bordelais, qu'on trouve pas mal à Montbazillac, mais une muscadelle assez extraordinaire qui vient de... En fait, c'est une sélection massale qu'on est allé faire dans une très vieille vigne à Gaillac, au domaine des 13 Cantus, Robert et Bernard Plajol, une vigne qui a 100 ans, donc c'est une muscadelle un peu différente. Ensuite, il y a un tout petit peu de Sauvignon gris, qui est une variation du Sauvignon blanc que vous connaissez tous. Et le dernier cépage, c'est un cépage qui aurait existé au début du 19e dans le vignoble de Sauternes et qui s'appelait à l'époque Dosé ou Lozé ou Courbin blanc. Et après beaucoup de recherches, et notamment une longue discussion avec Pierre Gallet, qui était le pape de l'ampélographie, la science des cépages, on a retrouvé une parcelle de Lozé, avec un orthographe un peu différent, dans les Pyrénées, dans le vignoble de Jurançon. Et donc on a ce blanc aujourd'hui un peu bizarre, avec de la muscadelle, du Lozé et du Sauvignon gris. Voilà. Et le Lozé, c'est quelle caractéristique comme cépage? C'est un cépage qui fait des toutes petites grappes, qui lorsqu'elles sont mûres, ont une couleur un peu bronze. Et c'est un cépage qui n'a pas une aromatique très puissante, comme peut l'avoir la muscadelle ou même le Sauvignon gris, mais qui a une acidité et une minéralité assez incroyable. Il y a presque des côtés salins dans le Lozé. On est complètement fan de ce cépage, et vraiment le blanc de Palmer ne serait pas ce qu'il est sans le Lozé. C'est lui qui tient tout, c'est lui qui tient l'édifice. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, un jeune homme là. Elles sont sympas les questions ce soir. Allez, là-bas. Oh, on n'avait pas encore eu de borgne. On va finir par en avoir. Non, mais moi je voulais savoir, avec les incendies en Gironde cet été, est-ce que vous allez avoir des problèmes de goût de fumée dans vos vins ou pas? Non. Comme en Australie, un peu, ce qui s'est passé. Non. Alors, on en parlait tout à l'heure avec Jérôme. Les raisins, quand ils s'approchent de la maturité, développent à la surface des pellicules de la pruine. C'est ce qui donne un côté un peu opalescent, quelques nuances un peu nacrées sur les raisins. La pruine, c'est un acide gras. Et cet acide gras, il a une vraie capacité à fixer les molécules odoriférantes. Il y a des vins du Chili ou du Californie, enfin de moins en moins, qui sentent l'eucalyptus, parce que souvent il y a des eucalyptus autour, où il y avait, et les molécules d'eucalyptus très puissantes étaient fixées par la pruine. Il y a des vins dans le Languedoc, on en parlait tout à l'heure, qui sentent la garrigue, parce que la pruine fixe la garrigue. Pour ça, il faut quand même des concentrations de molécules aromatiques ou odoriférantes importantes pour que ce soit fixé par la pruine. Nous, dans le Médoc, par exemple, avec les feux de Somos, il n'y a pas longtemps, on a eu 2 matinées, quelques odeurs de fumée, mais qui étaient légères. Donc, sans commune mesure avec ce qui a pu se passer à Napa-Valley, malheureusement, il y a quelques années, où il y a eu des problèmes. Voilà. Donc, honnêtement, je ne crois vraiment pas qu'il y aura des problèmes de goût de fumée dans les vins. Allez, on prend une dernière question. Ah, là, monsieur. Non, mais là c'est la catastrophe. C'est la rentrée, il va falloir s'entraîner.
pour revenir sur une question sur les cépages, on sait que par rapport au réchauffement climatique principalement, il y a des tests qui sont faits sur des cépages rouges étrangers particulièrement. Est-ce que c'est une problématique que vous envisagez de tester des nouveaux cépages? Je ne sais pas si c'est déjà en cours ou si c'est quelque chose auquel vous réfléchissez. On a eu cette même discussion il y a quelques mois ici, avec Jérémy Kuckerman, autour d'un débat sur le réchauffement climatique. Il y a aujourd'hui des essais qui sont encadrés sur des nouveaux cépages. Il y a des cépages qui sont autorisés pour faire des essais. Par exemple, le Touriga national, le cépage portugais, l'Alvarinho, etc., quelques-uns. Je regrette profondément qu'il n'y ait pas plus de liberté donnée aux vignerons pour faire ce genre d'essai, même si je respecte complètement l'identité d'une appellation. Et donc, je milite pour une règle qui pourrait être celle-ci, tout comme nous avons le droit, en théorie, d'utiliser 15% d'un autre millésime dans un millésime revendiqué, nous devrions avoir le droit, pour une propriété en appellation, d'utiliser 15% des cépages que nous voulons. Et ça permettrait aux génies vignerons, osons l'appeler comme ça, de s'exprimer, de faire des essais et de laisser parler son inspiration. Ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Donc, est-ce qu'à Palmer, on a des essais sur des cépages qui pourraient être adaptés au réchauffement climatique? Non, parce qu'aujourd'hui, les cépages qui sont utilisables ne sont pas forcément des cépages qui nous intéressent. Voilà. Mais ça ne regarde que nous. Et si nous avions le droit, nous le ferions. Puis, avant de changer les cépages, on peut changer les méthodes culturales. Modifier les tailles, la surface foliaire. Il y a plein de facteurs qui entrent en jeu dans la maturité des raisins, avant même de penser à changer de cépage. Et puis, on a aussi des cépages anciens qui sont pratiquement peu utilisés et qui sont conservés dans des conservatoires et qui pourraient être aussi laissés aux génies vignerons, leur laisser la liberté d'utiliser ces cépages marginaux pour les tester, pour voir un peu leur capacité à résister au réchauffement climatique. Il faut savoir quand même que la plupart des cépages qu'on a en France, aujourd'hui, on a une vingtaine de cépages qui sont utilisés pour 90% de la production. Je crois que c'est à peu près ça. Or, avant les AOC, au début du siècle, il y avait à peu près environ 1000 cépages qui étaient utilisés. On pourrait réutiliser ces cépages et ils étaient abandonnés parce qu'ils étaient pas assez producteurs ou trop producteurs ou ils n'avaient pas assez d'alcool. Et bien, c'est des cépages qu'on pourrait réintroduire de manière marginale, faire des essais et les laisser entre les mains des vignerons qui ont le temps long justement pour les tester. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tout à fait aligné avec ça, absolument. Bon, je vous remercie infiniment pour la qualité de votre écoute. Merci Thomas. Merci Jérôme. On va se retrouver là-haut. Avant de vous quitter, donc je remercie la régie, en plus avec les nouvelles caméras et tout. Alors là, on va être beau comme des dieux sur Zoom. On se retrouve le 8 novembre prochain avec une jeune femme qui viendra de New York pour nous parler de goûts différents. Je pense que ça va vous passionner, qui est une sommelière, qui a une formation de philosophe, brillantissime, et qui va être la représentante de la France pour le championnat du monde des sommeliers. C'est Pascaline Pelletier. C'est marqué là ou pas? C'est marqué. Donc on se retrouvera avec Pascaline le 8 novembre prochain, je pense aussi, pour un grand entretien tout aussi intéressant qu'avec celui de Thomas. Je vous remercie infiniment et bonne soirée. Et on se retrouve là-haut.